Bonsoir à tous, bienvenue sur Schema TV. Ce soir, pour notre seconde rencontre avec l'association Pour Parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Henri Quinson. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Guillaume, Henri Quinson, bonsoir, et merci d'avoir accepté l'invitation de l'association Pour Parler ce soir. Vous êtes l'auteur de Moines des Cités, cet ouvrage de Wall Street au quartier nord de Marseille, un ouvrage qui retrace votre parcours brillant s'il en est. Quelques rappels, vous êtes diplômé donc de la Sorbonne en économie internationale et de Sciences Po Paris. Vous ête ensuite devenu trader pour la banque Indo-Suez, anciennement la banque d'affaires de la compagnie financière de Suez. Et vous devenez trader pour cette banque. Votre vie bascule le lundi 16 octobre 1989, où vous démissionnez, alors que vous êtes approché par la banque d'affaires américaine Merrill Lynch. C'est bien la seule concurrence que j'accepte. Vous a d'ailleurs répondu le directeur de Merrill Lynch à l'époque, quand vous lui avez annoncé votre changement de parcours soudain. Votre carrière, qui semblait toute tracée, a donc connu un changement radical. Est-ce une décision soudaine ou au contraire une décision réfléchie de votre part ? C'est un petit peu comme une décision dans une salle des marchés ou si on est investisseur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se décider. Donc de ce point de vue-là, c'est soudain et ça a pu surprendre peut-être certains de mes collègues ou certaines personnes qui me connaissaient dans un environnement professionnel, mais pas forcément dans des contacts plus profonds. Mais en même temps, c'est forcément, enfin en tout cas ça a été une décision qui était un long mûrissement, c'est-à-dire que c'est dès l'âge de 20 ans, quand j'étais étudiant, probablement aux âges d'un certain nombre d'étudiants ici, que je me suis posé la question de ma vie, c'est-à-dire je sentais une frustration mais existentielle qui n'était pas d'ordre intellectuel, et j'ai trouvé une réponse dans la découverte de la prière comme jeune adulte, et c'est cette expérience spirituelle qui, au bout de 7 ans, m'a conduit à me poser la question, est-ce que je veux continuer dans le travail que je faisais à l'époque, ou est-ce que je veux changer de vie? Alors ça peut paraître un peu radical, effectivement, de passer de 15 milliards de dollars à un gros portefeuille d'options de change à un monastère en Savoie où entre autres choses, on fabrique du fromage, donc c'est tout autre chose. Alors ça a été un long mûrissement. En même temps, il y a une décision à prendre et forcément elle peut surprendre et elle peut paraître un peu spectaculaire. Alors, Monsieur Quinson, est-ce que cette décision a été mûrie justement par un dégoût de la finance ou plutôt par vocation religieuse pure? Oui, alors cette question, je crois, la réponse c'est non, c'est pas un dégoût de la finance. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre de choses à changer dans le fonctionnement, notamment des marchés, même si ces décisions me paraissent beaucoup plus politiques que spécifiquement financières. En tout cas, elles nécessitent des décisions politiques. Pour autant, je considère que la monnaie est une invention géniale. Je pense qu'on a besoin d'un système financier pour permettre le bon fonctionnement de la vie économique. Donc je ne suis pas, en tant que tel, quelqu'un qui a récusé totalement le secteur financier. Je suis parti pour quelque chose d'autre, quelque chose de positif, c'est-à-dire j'ai été très intéressé par mon métier, je donnais même des cours en 3e cycle universitaire, donc c'était quelque chose qui m'intéressait au-delà du fait de gagner de l'argent. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de passer à autre chose, quelque chose qui était différent et qui m'a conduit à quitter ce métier. Très bien. Alors, durant votre parcours, Monsieur Quinson, vous avez connu deux cercles qui sont très fermés. D'un côté, celui des traders, et d'un autre côté, celui des moines. Pouvez-vous nous décrire très brièvement, en 2 mots, ces deux vies qui sont pourtant bien différentes? Oui, je crois que les salles de marché, la première journée que j'ai passée, pourtant j'avais une formation notamment sur la question monétaire internationale, la première journée qu'on passe dans une salle des marchés, on ne comprend pas grand-chose. Il y a des tas de gens qui parlent ensemble, qui utilisent un vocabulaire assez difficile à comprendre de prime abord. Et donc c'est un lieu qui, très peu de gens y vont et qui est difficile d'accès. Alors est-ce que c'est un lieu fermé? Oui, parce que comme tous les microcosmes techniques, etc., on a un vocabulaire, on a des manières de faire. Et en même temps, ce qui caractérise, je pense, les marchés, c'est justement l'interconnexion. C'est-à-dire que la salle des marchés où je travaillais, les Français, 100%, elles étaient minoritaires. Et pourtant, c'était une banque qui appartenait à un groupe français. Sur les marchés, vous êtes en contact avec tous les pays du monde, donc c'est un monde très connecté. Et quand vous arrivez dans un monastère, l'idée, au contraire, c'est d'une certaine manière de prendre du recul et plutôt de vivre sur un mode de retrait par rapport à cette activité incessante sur la planète.
Et donc c'est des lieux souvent plus retirés. Alors là par contre, la connexion elle se fait mais à un autre niveau qui est plutôt spirituel et intérieur. Mais par exemple au monastère, il y a des temps pour la lecture et lire, je ne sais pas, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila ou la Rite de Saint-Benoît, ça vous connecte aussi à des gens qui ont laissé des traces écrites et vous êtes connecté aussi avec d'autres personnes qui ont fait le même choix d'entrer au monastère, et il y a toute une tradition d'hospitalité. Par exemple, au monastère où j'étais, l'abbaye de Tablier, il y avait 120 000 visiteurs par an. Donc c'est aussi une manière de se connecter avec le reste du monde, mais sous un mode différent. Donc moi je crois que fondamentalement, derrière toute expérience humaine, il y a toujours une continuité, c'est-à-dire quelle est votre situation par rapport aux autres qui vous entourent, parce que la vie monastique que moi j'ai connue n'était pas une vie érémitique où on est seul, donc il y a quand même le lien avec les autres. Et puis après, il y a toujours des questions aussi économiques, c'est-à-dire que les moines, la grande tradition monastique, c'est de vivre par son travail, donc il y a quand même toujours la nécessité du travail et de l'organisation matérielle des choses. Il y a un toit, il y a une maison. Donc il y a aussi beaucoup de points communs. Les gens ont tendance à opposer ces lieux qui sont très différents, mais qui ont aussi des points communs. Alors, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de moralisation du capitalisme. Est-ce que vous pensez à ce titre que la religion a sa place dans le monde de l'entreprise et que justement elle peut participer et jouer ce rôle de moralisateur? Alors ça c'est une question assez délicate mais très importante. Il y a des différences de culture. Moi je suis franco-américain. En France la tradition c'est de ne pas trop parler dans la sphère publique des questions religieuses. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu différent dans le Grand Sud et à New York, mais c'est de parler plus librement de ces questions. Mais en tout état de cause, je ne crois pas, alors du point de vue là je suis sans doute minoritaire dans un pays comme la France, mais je ne crois pas que la religion peut être une affaire purement privée. Le culte, c'est un choix personnel, les pratiques spirituelles de méditation, etc., ça peut être une question personnelle, généralement vécue en communauté, mais pas dans le cadre de l'entreprise. Après, si vous allez dans les pays musulmans, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Arabie Saoudite par exemple, il va de soi qu'il y a 5 temps de prière qui sont prévus, et même si vous allez aux États-Unis, que vous invitez pour un week-end de travail, le samedi il y aura un temps pour que les juifs puissent aller à la synagogue, et le dimanche on affichera les horaires des messes pour les chrétiens, que ce soit des catholiques ou des protestants. Donc il y a des approches différentes de ce point de vue-là, mais l'enjeu réel, me semble-t-il, c'est de reconnaître que votre vie spirituelle ou votre vie religieuse, normalement, elle va vous transformer. Sinon, pour moi, elle n'a aucun intérêt. Simplement avoir une démarche religieuse pour avoir une assurance vie après la mort, moi personnellement ça ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéressait c'était la parole de la poétesse américaine Emily Dickinson, y a-t-il une vie avant la mort? Voilà, à 20 ans c'est ça qui m'intéressait, et aujourd'hui toujours c'est en quoi ma vie religieuse ou spirituelle me transforme, donc ça va avoir des conséquences dans l'entreprise. Vous ne travaillez pas de la manière avec quelqu'un qui pense qu'effectivement il y a une éthique dans la vie, et vous ne travaillez pas de la même manière avec quelqu'un qui se dit bon, là on vit un temps sur Terre, mais en fait on est connecté aux autres, etc. On a une responsabilité par rapport à d'autres êtres humains, et donc il va y avoir des cultures d'entreprise sensiblement différentes. Et moi je pense, au rebours de beaucoup de gens, qu'une vie fondée spirituellement et éthiquement, loin d'être un obstacle à la vie économique, au contraire en est son meilleur garant. Car je disais souvent aux journalistes, quand j'étais sur les marchés d'échange, vous gérez 15 milliards de dollars, vous dites que je suis le maître du monde, mais la seule manière pour ces marchés de fonctionner, c'est quand on s'engage oralement, oui, je t'ai vendu 500 millions de dollars, il faut qu'à la fin de la journée, quand on va prendre administrativement, comptablement cette opération, que ça soit vrai. Sinon le système ne peut pas fonctionner, et il y a des pays dans lesquels la vie économique ne fonctionne pas à cause de ces problèmes éthiques et spirituels. Alors, Monsieur Quinson, vous vous rendez en amphi dans quelques minutes. Nous vous souhaitons donc une très bonne conférence et j'espère à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Et à bientôt sur Schema Télé.